Économie et société avec Simon-Pierre Savard-Tremblay. Bonjour, bienvenue et merci d'être à l'écoute de cette émission. Simon-Pierre Savard-Tremblay avec vous pour la prochaine heure au micro de Société, c'est-à-dire sur les ondes de votre station favorite, Radio VM. Vous avez sans doute, écoutez, qui ne se rappelle pas au Québec de cet épisode il y a 6 ans, pour être précis. C'était à l'été de 2013, c'était l'explosion d'un train à Lac-Mégantic. On peut pas l'oublier, d'autant plus que récemment, Netflix, le fameux réseau Netflix, pour une super production qui s'appelait Bird Box, qui mettait en vedette Sandra Bullock, a utilisé des images de la tragédie de Lac-Mégantic. Or, par la suite, on a vu la ministre Nathalie Roy s'offenser, s'offusquer, laisser savoir à Netflix qu'il ne fallait plus utiliser ces images-là. Netflix ont pourtant dit qu'ils allaient les conserver. Il faut dire que leur film est un méga succès, un ultra succès. C'est pourquoi on va en parler. On va parler de tout ça avec Anne-Marie Saint-Cerny, qui est auteure du livre Mégantic, qui a été publié aux éditions Éco-Société l'année dernière, je vais dire la semaine dernière. L'année dernière, par contre, on a su la semaine dernière que le livre était maintenant finaliste pour le prix des libraires dans la catégorie Essai. On en parle dans un instant, mais juste avant, la chronique d'Amélie Gamache sur l'actualité. C'est maintenant l'heure donc de la chronique Actualité avec Amélie Gamache, journaliste. Bonjour Amélie. Bonjour à vous. Merci d'être là encore une fois, alors comme à chaque semaine, fidèle au poste. Alors, qu'est-ce qu'on surveille cette semaine là? D'abord, demain, c'est les travaux parlementaires qui reprennent à l'Assemblée nationale. On sait déjà que la Commission des finances publiques va mener des consultations, des audiences sur le projet de loi afin d'instaurer un taux unique de taxe scolaire. On sait que ça avait été une des principales promesses électorales. Le projet de loi avait été déposé en décembre. Donc, on veut uniformiser le taux de taxe scolaire. Donc, d'ici 4 ans, il n'y en aura qu'un seul, qui va être arrimé au plus bas taux qui est présentement en vigueur. Là, présentement, il est 3 fois supérieur. On s'entend que M. Legault ne pouvait pas renier cette promesse-là. C'était une de ses principales. Il fallait agir vite. Ceci dit, on entend beaucoup de gens qui mettent en doute le moyen choisi, parce que ça prive les commissions scolaires, donc les écoles, quand même, de beaucoup de revenus. Alors que la CAQ a promis de dépenser davantage en éducation. On parle entre autres d'ouvrir 5000 classes de maternelle 4 ans. Et en plus, on a su quand il y a eu le dépôt du projet que le coût de ça, ce serait pas 700 millions comme il avait été promis en campagne, mais bien 900. Donc, ça va quand même avoir un impact, même si... Une petite différence de 200 millions, c'est pas si pire que ça. Oui, c'est ça. C'est à peine en pourcentage, pas tant que ça. Bon, évidemment, la baisse va s'étaler sur 4 ans, là, donc l'impact va quand même pas être tout d'un coup. Mais il faut se rappeler que le gouvernement Couillard avant avait déjà réduit les revenus de taxes scolaires. Donc, on peut se poser la question pourquoi il fait ça, qui ça profite. En théorie, les locataires dont je fais partie, on devrait pouvoir bénéficier de cette taxe-là parce que la Régie du logement inclut la taxe scolaire dans son calcul pour les augmentations. Mais bon, on s'entend que ce serait bien surprenant que les propriétaires déduisent et accordent des réductions de loyer. La majorité vont sûrement empocher la différence, en fait. Donc, même si c'était le cas, en fait, la valeur foncière de logement est quand même assez inférieure à celle d'une maison en général. Donc, c'est surtout les propriétaires qui vont être favorisés et les commerces, les industries aussi qui vont en profiter. Donc, en première vue, il y en a beaucoup qui considèrent que cette taxe-là est régressive parce que pour en profiter, dans le fond, c'est un peu en fonction de la valeur de son patrimoine immobilier, là. Donc, on va falloir suivre ça. Sinon, qu'est-ce qui va être la grosse discussion cette semaine? On apprenait la semaine dernière que le premier ministre avait fait passer le message à ses ministres de dégager des marges de manœuvre. Donc, on a demandé, le Conseil du Trésor, en fait, a fixé des cibles de réduction pour chacun de ces ministères.
Donc, par exemple, là, on dit le ministre de la Famille, on veut financer le retour graduel d'un tarif unique en garderie. Donc, il va falloir trouver des réductions dans les coûts équivalents. Donc, la Régie des installations olympiques, entre autres, qui a une baisse de son allocation, il y en a plusieurs. Là. Il y a juste le portefeuille d'éducation qui semble avoir été épargné. Mais comme je disais tantôt, il va quand même devoir se priver de revenus importants, là, vu la réduction de taxes scolaires. Mais ce qui saute aux yeux quand même, là, c'est ce qui m'a vraiment sauté, c'est au niveau des mots. C'est Monsieur Legault dit maintenant on va faire des gains d'efficacité. Il parle qu'il n'y aura pas d'effet sur les services à la population. Ça sonne un petit peu ce qu'on entendait M. Couillard là, dans le temps. Donc je sais pas si la population va faire le lien, surtout après 10 ans de croissance économique. On peut s'attendre, les économistes s'attendent à un ralentissement. Certains vont même jusqu'à parler de récession, donc dans les prochains mois. Donc, on a le signal quand même là, que malgré les belles paroles de pas de coupe dans les services, là, il y a des choix difficiles qui s'en viennent là, pour pas mal tous les ministères dans les prochains mois. Donc, on va sûrement avoir un petit peu d'informations là-dessus dans le courant de la semaine. Mm-hmm. Alors, Oui, un autre sujet qui va être à l'ordre du jour, le projet de loi sur la neutralité, qui le fameux projet de loi pour interdire le port de signes religieux aux enseignants, policiers, juges, bref, tout le monde qui est en position d'autorité. Il va y avoir beaucoup de discussions là-dessus. Québec solidaire, entre autres, qui se rencontre le 9 février. Il va y avoir une journée de réflexion sur le sujet. Ils vont être à Trois-Rivières là, pendant toute la journée. Il y a des panélistes, entre autres Charles Taylor qui est là. Et le sociologue Gérard Bouchard qui avait été invité, malheureusement, qui a annulé sa présence. Donc, on sait que traditionnellement, Québec solidaire appuyait le consensus Bouchard-Taylor. Donc, que tous les signes religieux interdits aux fonctionnaires en position d'autorité. Mais là, finalement, Manon Massé a comme ouvert la porte, une mise à jour s'impose là. Au congrès du parti en décembre dernier, là, il y en a qui disent que ça mène à la discrimination à l'emploi. Donc, mais l'aile parlementaire de Québec solidaire prend unanimement position en faveur du maintien de la position actuelle. Oui, c'est ça, voilà, c'est ce qui s'est dit, mais on sait qu'à l'interne, il y a quand même beaucoup de débats. Oui. Donc, côté du Parti libéral, là, évidemment, on continue de s'opposer à l'interdiction de port de signes religieux. Ça a toujours été ça leur ligne. Ça a été confirmé vendredi par le chef intérimaire Pierre Arcan. C'est pas surprenant, hein. Le PLQ, c'est le parti des libertés individuelles, liberté de religion. Et là, présentement, ils sont un peu en crise, on s'entend. Donc, ils se ressentent sur leur identité. Là. Donc, c'est normal de revenir un petit peu à ce qui les définit. Surtout que M. Arcan a dénoncé l'intention du gouvernement de soustraire les enseignants dans les écoles privées subventionnées. Ça aussi, ça va être une grosse discussion cette semaine. Et ça devrait être assez rapidement déposé, là, cette pièce-là, parce que M. Legault avait vraiment promis là, que ce serait en début de prochaine session parlementaire. Donc, peut-être pas cette semaine, mais on risque d'en entendre parler. On risque d'en entendre parler beaucoup. Voilà. Donc, surtout que il y a eu un autre dossier qui a fait beaucoup parler aussi d'ailleurs. C'est au niveau des écoles privées. On en parlait tantôt. Il y a eu une petite crise là cette semaine. Le gouvernement a voulu savoir combien de personnes allaient être touchées par ça. Combien il y en a d'enseignants qui ont le voile, par exemple. Et ils ont demandé à quelle commission scolaire de donner des données. Et finalement, là, il y a une petite crise parce qu'il y en a certains qui disent que demander de telles informations, ça contrevient à l'article de la Charte québécoise des droits et libertés. Donc, ça peut sembler logique là, que le gouvernement veuille ces données-là, évidemment. Mais bon, il y en a qui ont un malaise là d'aller voir, essayer d'avoir des informations qui seraient normalement pas légal. Donc, ça va être à suivre, mais ça risque de se retrouver quand même en cours. Là, Monsieur Legault avait ouvert ça. Sauf que depuis le test de la réhausse, là, pour restreindre un droit reconnu, il faut que le législateur agisse pour que ce soit une crise réelle et urgente. Là, comme présentement, on sait déjà qu'il n'y a pas de juge, il n'y a pas de policier qui porte un signe religieux. Là, les professeurs, c'est pas clair, mais on sait qu'il n'y en a pas. C'est dur de plaider le problème réel et urgent. Là. Donc, ça commence à ressembler un peu à une petite crise, là, comme il y a eu la Charte des valeurs à l'époque. Là. Mais donc, ça, on devrait avoir beaucoup de débats là-dessus. Et d'ailleurs, on a bien vu que le style de M. Legault, un peu là, impulsif, pour le dire poliment, ça frappe les esprits. Les gens ont l'air d'aimer ça. Il y a un sondage léger, le Journal de Montréal, là, qui a été publié ce week-end. Taux de satisfaction de 63% à l'égard du gouvernement. C'est quand même énorme. Là. Même M. Léger disait qu'il n'avait pas vu ça depuis la première élection de Jean Charest en 2003. Donc, les libéraux, eux, de leur côté, d'ailleurs, récoltent le pire résultat depuis la création de la CNDG. 22%. Le PQ qui est à 18%, Québec solidaire. Donc, probablement que ça va jouer un petit peu là, dans les débats qu'on va avoir cette semaine.
Mais M. Legault, dans tous les cas, plusieurs sont nombreux à dire c'est une lune de miel, ce n'est qu'une lune de miel, mais ce qui est spécial, c'est que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de lune de miel pour des nouveaux gouvernements, justement. Aussi fort. Ben, il faut dire aussi que là, il y avait le temps des fêtes, hein, donc il y a eu un peu une paix dans le sens où il n'y a pas siégé. Oui. On va voir si ça va continuer là, dans les prochaines semaines. Là. Bon, ben alors merci à Amélie Gamache. On suit ça avec beaucoup d'intérêt cette semaine. Oui. Au revoir. Bonne journée. Alors, nous revenons donc à Société dans le cadre de cette émission sur la tragédie de Mégantic. Je rappelle que j'ai Anne-Marie Saint-Cerny qu'on va saluer. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir d'être ici. Alors, vous êtes donc auteure, recherchiste, militante de terrain. Vous avez été active au sein d'organismes sociaux environnementaux depuis 30 ans environ. Ah oui, certainement. Et là, vous avez publié l'an dernier ce livre, Une tragédie annoncée, Mégantic, qui d'ailleurs, vous venez d'apprendre qu'il était nominé, qu'il était finaliste en vue du prix des libraires. On vous souhaite bonne chance là-dessus. Félicitations. Je vous remercie, mais je dois souligner que tous les autres concurrents sont aussi nécessaires que moi. Sont de haute qualité. Bon. Exact. Alors, on souhaite bonne chance à tout le monde de manière égale dans ce cas-là. Absolument. Et donc, Anne-Marie Saint-Cerny, donc, on a appris, je l'avais dit dans l'introduction de cette émission, que Netflix avait utilisé les images de la tragédie pour illustrer, dans le film de son cadre Bird Box, pour illustrer finalement une catastrophe. On voit que le personnage de Sandra Bullock qui change de poste, qui apprend qu'il y a des catastrophes un peu partout dans le monde. Et là, à un moment donné, on voit les images de Mégantic. Vous qui étiez même présente 5 jours après la tragédie, vous avez dû rager, vous avez dû vous arracher les cheveux de la tête. Ben, c'est-à-dire que connaissant les personnes là-bas, c'est sûr que lorsque tu regardes la télévision pour te détendre et puis que tu revois ton drame sans prévenir, c'est difficile. Donc, effectivement, ces images-là devraient être retirées. Je comprends pas d'ailleurs qu'elles fassent partie d'un stock d'images payantes qu'on peut acheter comme ça. Ça, c'est un premier point, oui. Mais d'une certaine façon, ça rappelle aux gens, et ce point-là, il ne faut pas l'oublier, c'est que ça a été utilisé donc dans 2 productions de Netflix et l'une d'entre elles, c'était pour illustrer une bombe nucléaire à Londres, ce qui est la catastrophe ultime. Et ça doit rappeler ce que ces gens-là ont vécu. L'ampleur de ce qu'ils ont vécu et nous ramener au présent et nous dire que ce qui a causé la catastrophe de Mégantic est éminemment encore valide, présent. Et donc, si on veut pas que ça recommence et que ça soit un autre Netflix, ben, il faudrait peut-être se mettre à faire quelque chose. Alors, dans votre livre, qui est très bon par ailleurs, qui est très, très éclairant, un peu ce qu'on comprend, c'est que c'est pas Mégantic, ce n'est pas simplement une bombe, ce n'est pas simplement un train qui explose au milieu d'un village. Ce n'est pas que ça commence bien avant. Et finalement, ce n'est, si on peut dire, qu'un accident de parcours, mais d'un schéma qui se dessine depuis longtemps. Là. C'est une catastrophe annoncée. Je suis persuadée que d'abord les dirigeants des ferroviaires qui étaient impliqués savaient parfaitement qu'un jour ou l'autre ça arriverait. Et comme les fabricants d'auto ou les autres fabricants qui retirent pas leurs produits dangereux se sont dit que ce serait du collatéral, des victimes collatérales. C'était un peu plus gros qu'ils pensaient peut-être. Mais cela dit, ils avaient tout de suite une réponse à ça. C'est la faute d'un seul homme. Point à la ligne. Et c'est la faute de personne d'autre. Donc, ça les a pas effleurés, ça les a pas touchés. Personne n'a payé quoi que ce soit. Le CP a pas mis encore un sou là-dedans. Personne n'a payé pour ni les ministres, ni les élus, ni les ferroviaires, ni World Fuel. Personne n'a encore payé, sauf bien sûr les victimes. Oui, bien sûr. Mais faut dire que ça a été un chef-d'œuvre de mauvaise communication de la part de la compagnie aussi, là. Un chef-d'œuvre de mauvaise communication, c'est-à-dire que dans ce cas-ci, l'accident était prévisible. Mm-hmm. Et c'est le seul hasard dans cet accident, c'est le moment où il allait survenir et par conséquent le nombre de morts qu'il ferait. Je tiens à préciser d'abord que dès le départ, je place les choses autrement, c'est-à-dire que je dis que ce n'est pas un accident, mais c'est un crime. Un crime parce que 47 rapports du coroner, dans chacun des 47 rapports du coroner des victimes, il est
écrit noir sur blanc, cette mort était évitable. Alors, une mort évitable, c'est on dérobe la vie de quelqu'un innocent et c'est un crime. Et les criminels qui ont permis ça sont absolument sans inquiétude aujourd'hui. Ils sont sans inquiétude, mais au niveau, vous dites aux personnes de la classe politique ne payez pas. On se souvient qu'à l'époque, le gouvernement Harper, en tout cas, semblait, sans dire indifférent, semblait pas être particulièrement concerné par ce qui venait de se passer, là. Il y a eu quelques petites annonces à gauche et à droite, surtout qu'en plus, c'était en plein comté du parti qui était au pouvoir à ce moment-là, qui était le comté de Mégantic. On a l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup d'action, mais c'était aussi au moment où le Québec devient beaucoup plus sympathique à Pauline Marois parce qu'elle est intervenue très rapidement et le Québec fait la connaissance de la mairesse de Mégantic également. Où en sont ces idoles aujourd'hui? Alors, je vais revenir d'abord au gouvernement Harper. C'est certain que la série de déréglementation et de toute l'industrie qui régnait sous Harper a été dramatique et a cimenté a cimenté le fait que toute la sécurité ferroviaire est entièrement et uniquement aux mains des ferroviaires qui font exactement ce qu'elles veulent. Elles écrivent leurs propres règlements et elles se demandent elles-mêmes si elles les suivent ou non, ou si elles vont les suivre ou non. Personne ne le sait d'autre. C'est la raison pour laquelle j'étais intervenue pour le pont de Québec où on était incapable de savoir s'il était solide ou non. Et ce pont de Québec appartient au CN. CN, c'est Bill Gates. Alors, essayez de savoir s'il est solide ou pas. Alors, voilà pour le gouvernement Harper. Cela dit, il y a eu un gouvernement qui a suivi, qui est le gouvernement Trudeau, qui, à l'heure actuelle, est en train de tout mettre en place, sans rien changer de fondamental, mais rien du tout, et est en train de tout mettre en place pour augmenter, et ça a déjà commencé depuis le mois d'août dernier, de façon exceptionnel le transport du pétrole sur nos rails. Ce qui s'en vient est pire que ce qu'il y avait sous Harper. Alors, on peut pas donner une mauvaise note à l'un et pas à l'autre qui suit non seulement les traces, mais les empires. Ça, c'est au niveau du fédéral. Au niveau du provincial, c'est clair que les deux, Madame Marois, qui était au PQ à l'époque, et la mairesse, bien entendu, qui était une personne de la place, donc sous le choc aussi, les deux, effectivement, ont très, très bien réagi dans les premières heures. Madame Marois, ensuite... Bon, il y a des accrochages et j'en parle parce que dans le livre, je suis même retournée voir le ministre de l'Environnement de l'époque parce que je voulais savoir pourquoi est-ce qu'on ne voulait pas dire que c'était du gaz de schiste, du pétrole de schiste, extrêmement explosif, alors que justement le Québec était engagé pour exploiter ça partout. Et il a dit, je pense qu'on peut je le cite textuellement dans le livre, il dit « Sans doute qu'on me l'a pas dit ». Et c'est effectivement moi et mon collègue Daniel Green de la SVP qui avons dit dès le départ, c'est du pétrole de schiste et dites-le parce qu'au niveau environnemental, ça faisait une différence. On le ramasse pas de la même façon et il explose pas de la même façon de toute façon. Donc, au niveau du gouvernement de l'époque, le gouvernement péquiste, ben, les impératifs probablement ont joué. On était dans la grande aventure, on est toujours, mais on était dans la grande aventure pétrolière. Les lignes d'attente des hôpitaux allaient soudainement s'évaporer si on se mettait à tout exploiter. Alors, voilà pour ce gouvernement-là. En ce qui concerne maintenant la mairesse, Madame Roy-Laroche, oui. C'est sûr qu'elle a pris sur le coup des bonnes décisions, etc. Et je tiens à répéter sans cesse qu'elle faisait partie des gens de la place, donc, elle subissait un choc elle-même et d'énormes pressions. Cela dit, au cours des années qui ont pu voir, son administration, les conseillers sous sa gouverne, entourés de conseillers consultants fumeux qui se sont vite précipités sur les lieux du drame. Et ça inclut des corporations comme Métro et Jean Coutu, à l'époque, qui étaient différents. Disons que la suite des choses a été dramatique. Il s'est créé ce que Naomi Klein appelle la stratégie du choc, c'est-à-dire que pendant que tout le monde est étourdi à essayer de survivre et de se remettre, les prédateurs sont arrivés. C'est le moment d'en profiter, autrement dit. Exactement. Et
avec l'aide complète, on doit dire, de l'administration municipale qui était en place, a tout rasé, a exproprié sauvagement les gens. Et aujourd'hui, le drame de ce qui se passe à Mégantic est vraiment terrible. Les gens ont perdu tous leurs repères, leur centre-ville et ce qu'on a à la place... il y a des drames à venir dans les mois, je pense, qui viennent, qui découlent des décisions qui ont été prises à cette époque-là. Est-ce que les trains circulent encore au même endroit, même tracé? Oui. À l'heure actuelle, oui. C'est quand même assez arrogant avec ces gens-là. Faut rire du monde, en quelque part. Là. Non seulement il faut rire du monde, mais c'est que c'était la première chose qui a été refaite. Ça a été la voie ferrée. Donc, je pense que c'est 112 jours ou 132 jours après la tragédie. Donc ça pressait. Là. Et c'était la priorité prioritaire de reconstruction. Et 132 jours après la tragédie, le train est revenu. Quelques semaines après, les produits dangereux étaient revenus. Et ce qui s'annonce, on pourra y revenir un petit peu plus tard, mais d'ici très peu, moi, je pense, dans le cadre de la campagne électorale fédérale qui s'en vient, c'est l'annonce, tous les éléments sont placés, là, c'est l'annonce du retour des trains de pétrole à Mégantic. L'annonce du retour des trains de pétrole à Mégantic, ils vont faire ça le cœur léger, ça va pas être coûteux politiquement de faire ça? Pas du tout, parce que c'est même de la façon dont ça s'opère à l'heure actuelle. Je pense que c'est d'un grand cynisme. Et si vous voulez qu'on aborde tout de suite le sujet, mais c'est le problème du pétrole au Canada. Donc, oui. Nous sommes en période électorale. Tous les partis, sauf le Bloc et le Parti vert, sont pour l'exploitation du pétrole et doivent compter sur les votes de l'Ouest. Or, il est de plus en plus difficile de le sortir par l'Ouest parce que c'est difficile politiquement, les pipelines n'avancent pas. Et la seule porte de sortie pour gagner les votes de l'Ouest, c'est la voie ferrée. Or, qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques années? Il y a eu des annonces fumeuses. D'abord, on a enlevé le pétrole de la liste des produits dangereux sous surveillance du BST. Ça, première petite alarme. Deuxièmement, on a fait cette annonce qui est un écran de fumée qu'on remplaçait les citernes, ce qui est assez faux. Les DOT 117 qui sont supposément sécuritaires. J'oublie la date exacte, mais récemment, il y a eu un accident dans l'Iowa. Ils se sont éventrés parce que, dans le fond, très souvent, ce sont des DOT 111 sur lesquels on a remis une couche, là, mais ça ne change pas grand-chose. Troisièmement, les rails. L'état des rails, c'est des rails de 115 livres qui ne sont pas faits pour transporter des convois de 2 km lourds comme ça. Donc, l'infrastructure du rail n'est pas faite. Et ça, on ne veut pas. Tout ça, évidemment, sous le grand parapluie du fait qu'on nous refuse systématiquement toute enquête publique sur un drame, le plus grand drame qui a causé 47 morts, ni enquête du coroner, ni surtout enquête du fédéral, enquête publique, parce qu'on ne veut pas que les gens sachent ce qui se passe réellement. C'est ce qu'une enquête permettrait de savoir. Mmh. Donc, tous ces petits éléments-là, le pétrole enlevé comme produit dangereux, l'annonce, et maintenant l'annonce que le fédéral était très intéressé à acheter 7000 citernes pour aider l'Ouest. Bien, si vous regardez une carte du Canada, il y a 2 lignes, c'est pas compliqué. Il faut amener tout ce pétrole-là au port. Donc, ou bien on va vers l'Ouest, et c'est très difficile, ou bien on va vers l'Est, et l'Est, obligatoirement, ça passe par le Québec. Il y a 2 portes de sortie au Québec. Ou bien vous prenez la ligne du CN et vous passez par le Bas-Saint-Laurent, ou bien vous prenez la ligne de Mégantic, et c'est celle-là qu'ils vont prendre en priorité parce que c'est la ligne la plus courte vers le port de sortie d'Irving. Donc, c'est très, très, très simple, mais tout ce qui se prépare avec cynisme actuellement au Canada, c'est de repasser le train de façon exponentielle via le Québec. Repasser le train de façon exponentielle via le Québec. Donc, on peut presque, finalement, vous disiez, le centre-ville n'a pas été reconstruit. On peut presque s'en réjouir. Au moins, si ça arrive, il n'y aura pas de population proche. Là. C'est vrai. Vu comme ça. Mais le Musicafé a été reconstruit pas très loin. Mais là, pour faire passer la pilule, parce qu'ils sont pas fous non plus, ils savent très bien, et ça, c'est mon interprétation, mais vous allez voir qu'elle va s'avérer.
Ils ont annoncé la voie de contournement qui fait énormément couler d'encre et soudainement une petite gare de triage nouvelle. Tout ça, à mon avis, c'est pour stocker les trains de pétrole. Et donc, ils essaient de faire passer simplement la pilule aux gens de Mégantic en disant, voyez, on va passer ça un petit peu à côté. Mais ça ne change rien que si ça explose pas à Mégantic, ça va exploser à Amqui, à Rimouski, à Trois-Pistoles ou ailleurs au Canada. Donc, les mégantiques pourraient se multiplier, pourraient être de plus en plus nombreux, d'autant plus qu'on semble pas avoir appris, au-delà du niveau cosmétique, on semble pas avoir appris des erreurs de ce qui s'est fait à date. On ne veut pas apprendre. Il y a trop de gros intérêts. Lobby du pétrole et des ferroviaires contrôle tout. Le CN vient d'annoncer 10 % d'augmentation de dividendes à ses actionnaires cette année, la semaine dernière. Une augmentation uniquement causée par le pétrole. Et ils ont annoncé que on est parti pour le pactole. Là. Je veux dire, tout le monde se frotte les mains, on est content. Qui va arrêter ça, sauf la population? Alors ça, c'était donc un peu ce qu'on peut surveiller, ce à quoi on peut s'attendre. Dans quelques instants, on reviendra sur la genèse de l'événement mégantique en soi, parce qu'il y a des gros intérêts derrière. Restez avec nous après cette brève intermède musicale, la chronique de Nicolas Lessard. Alors, vous êtes toujours à Société avec Simon-Pierre Savard-Tremblay. Je rappelle que notre émission d'aujourd'hui porte sur la tragédie de Mégantic. Je reçois Anne-Marie Saint-Cerny, mais c'est maintenant l'heure de la chronique de Nicolas Lessard, la chronique Marché du travail, qui va nous parler aujourd'hui du travail autonome. On entend beaucoup parler de ces termes-là, là, liberté, flexibilité au travail, que la génération montante serait bien gros là-dedans. Donc, c'est bien beau, ça laisse miroiter le rêve d'être son propre patron, de faire son propre horaire de travail. Qu'est-ce que ça implique? Pour en parler, Nicolas Lessard, bonjour. Bonjour, Simon-Pierre. Alors, on vous écoute là-dessus. Effectivement, on entend souvent parler de travailleurs autonomes, mais voyez, quand j'ai regardé les statistiques par rapport à ça pour préparer ma chronique, j'ai été un peu surpris. Je pensais que c'était plus populaire que ça, parce qu'il me semble qu'on en entend beaucoup parler. Pour vous donner une idée, au Québec, 13 à 14 % de la population active sont des travailleurs autonomes. C'est environ 560 000 emplois. Au Canada, c'est un peu plus. 15 à 16 % des gens environ sont travailleurs autonomes. Puis aux États-Unis, c'est environ 35 %, donc vraiment beaucoup plus que chez nous. Pour continuer mon portrait aussi, la proportion de travailleurs autonomes augmente avec l'âge. Donc, chez les 24 ans et moins, seulement 2,5 % des gens sont travailleurs autonomes. Chez les 25 à 54 ans, c'est 10 à 15 %. Puis chez les 55 ans et plus, c'est une personne sur 4. Environ 25 % des gens qui sont travailleurs autonomes. Donc, plus on augmente en âge, plus on augmente en expérience, plus on a des chances de devenir travailleur autonome. Alors, j'ai l'impression que c'est une tendance qui va se développer là, durant les prochaines années avec le vieillissement de la population puis les nouvelles générations. Et puis, le travail autonome, on retrouve ça où? Surtout dans le secteur agricole puis dans le secteur des services. Surtout les services professionnels, comme par exemple les avocats, les psychologues, etc. Donc voilà, ça fait un peu le tour au niveau d'un portrait là, au Québec. J'imagine qu'il y a là-dedans des... Il y a des avantages, bien entendu. Il y a aussi des défis, des éléments plus difficiles. Oui, effectivement. C'est sûr que d'être travailleur autonome, c'est une forme d'emploi en soi qui est très différente du travail salarié. Donc, les avantages d'être travailleur autonome, comme vous le disiez tantôt, le fait d'être son propre patron. Vraiment, le désir de liberté, d'indépendance, de pouvoir gérer soi-même son horaire, ce qui est vraiment bien aussi pour la conciliation travail-vie personnelle. Ça offre également une flexibilité pour la vie familiale puis les besoins, évidemment, des enfants. Être capable de choisir ses contrats aussi, en fonction de ce qui nous passionne vraiment, de ce qu'on veut vraiment faire. Donc, de faire des choix professionnels qui nous ressemblent. Ça, c'est les aspects souvent qui sont cités comme étant des avantages. Au niveau des défis, par contre, c'est sûr qu'il y a plusieurs clients à satisfaire, plusieurs échéanciers à gérer. Donc, ça demande beaucoup plus d'organisation personnelle. Au niveau finance, c'est un peu plus incertain, évidemment. Ça demande une bonne planification, une bonne gestion du budget, parce que les entrées d'argent ne sont pas nécessairement régulières, autant que si on avait une paye à toutes les 2 semaines.
Ça peut venir aussi avec un certain sentiment d'isolement. Quoique aujourd'hui, il y a des espaces de travail collaboratifs qui sont très, très florissants à Montréal, entre autres, et puis qui permettent de rencontrer d'autres gens qui sont également des travailleurs autonomes. Puis ça permet pour la motivation déjà, et puis également pour le réseautage, de rencontrer d'autres personnes. Dernier défi qui est cité souvent pour les travailleurs autonomes, c'est que c'est difficile de décrocher de son travail parce que les horaires sont pas clairement délimités. On punche pas pour rentrer puis puncher pour sortir. À toute fin pratique, on travaille toujours. Donc, c'est sûr que c'est plus difficile. Donc, il faut être prêt, autrement dit, liberté, mais il faut être prêt à vivre avec le risque et les incertitudes. Donc, j'imagine qu'il y a quand même un profil type. Ça convient peut-être pas à tout le monde. Il y a un profil type pour le travailleur ou la travailleuse autonome. Effectivement, vous avez bien résumé, en fait, c'est ça, liberté, mais ça vient avec un certain risque. Et puis, le profil type pour un travailleur autonome, essentiellement, être passionné par ce qu'on fait, donc vraiment en manger de ce qu'on fait, être un expert professionnel, c'est-à-dire faire un travail de qualité puis être capable de respecter les échéanciers, parce qu'évidemment, c'est votre réputation et donc c'est vos futurs clients aussi. Être créatif, avoir une bonne capacité d'adaptation. Il faut constamment vous adapter à votre clientèle. C'est la flexibilité, en fait, qui est un de vos meilleurs vendeurs, finalement. Parlant de ça, être vendeur, être capable de se mettre en valeur puis de développer sa propre clientèle, faire du réseautage. Être discipliné aussi, c'est essentiel. Être capable de s'automotiver soi-même puis de s'organiser efficacement. Et finalement, comme vous l'aviez souligné, avoir une bonne résistance au stress et à l'insécurité. Faut être patient puis déterminé. Parce que le travail autonome, ça peut prendre 3 à 5 ans avant d'être rentable. Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine qui demande vraiment un investissement là, à temps plein. Donc, quelques conseils pour ceux qui aimeraient se lancer dans le travail autonome. D'ailleurs, je pense que c'est votre cas depuis quelques semaines à peine. Effectivement, je commence, donc je suis en plein là-dedans aussi. Donc, évidemment, s'informer sur le sujet. Il y a énormément d'articles qui sont disponibles sur Internet. Il y a beaucoup de livres qui ont été publiés aussi là-dessus sur un peu l'ABC de se lancer dans le travail autonome, qu'est-ce que ça implique, comment organiser ses finances, comment organiser son bureau, etc. Voir si vous avez le profil. En lisant, vous allez pouvoir vous poser des questions comme qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que c'est vraiment la liberté ou est-ce que c'est la sécurité? Spontanément, si vous penchez vers la liberté, effectivement, le travail autonome pourrait vous intéresser. Mais si vous voyez que c'est plutôt la sécurité qui vous intéresse, peut-être que c'est pas pour vous. Analysez les besoins du marché puis développez votre offre de service. C'est-à-dire voir qu'est-ce que vous allez offrir puis en quoi ce que vous allez offrir va être différent de ce qui existe déjà sur le marché. Comment vous allez vous distinguer sur le marché. Développer une stratégie puis une méthode de travail, une routine. C'est-à-dire comment vous allez faire au jour le jour. Comment organiser votre horaire, comment organiser votre bureau. Et dans les lectures que j'ai faites, ça disait vraiment à chacun sa recette. Il n'y a pas une recette unique pour ça. Il faut vraiment trouver une formule qui vous ressemble. Et finalement, planifier un coussin financier de quelques mois pour pallier à l'instabilité des revenus. Comme je disais, ça prend un certain temps avant d'être rentable au départ, le temps de créer sa clientèle, créer sa formule et tout ça. Donc, être prêt à faire face à l'instabilité des revenus en ayant un petit coussin financier, c'est aussi une bonne idée là, avant de se lancer. Alors, Nicolas Lessard, vous nous avez habitués à ces conseils ressources humaines pour clore votre chronique. Ça, c'est ces anecdotes cocasses, mais utiles. Votre conseil RH du jour. Oui, aujourd'hui, ça ne sera pas exactement des anecdotes qui vont être cocasses. Ça va être un peu plus touché, mais vous allez voir, c'est néanmoins très utile, comme vous dites. Donc, conseil RH du jour. Le but d'une entrevue, c'est de mettre en valeur vos compétences professionnelles et personnelles. Donc, il faut éviter de parler de politique, de religion ou de vos problèmes personnels. Comme à Noël. Pardon, exactement. Parce que c'est vraiment pas pertinent, puis ça vous aidera pas à obtenir un emploi. Donc, quelques anecdotes par rapport à ça. Il y a quelques années, en 2014, on recevait quelqu'un pour une entrevue qui se trouvait être un nouvel arrivant, qui avait un très beau profil et tout ça. Mais à un moment donné, dans l'entrevue, complètement hors sujet, il commence à nous parler de la charte des valeurs, puis qu'il appuie la charte, puis que c'est une bonne chose, puis qu'on devrait continuer là-dedans et tout ça. Et il a passé vraiment plusieurs minutes là-dessus. Il était très, très convaincu. Malheureusement, c'était pas pertinent parce qu'on parlait plus de son profil professionnel. On était rendu à parler de ses opinions politiques, ce qui avait absolument rien à voir avec notre poste. Ça a créé un léger malaise. Puis, peu importe l'opinion du recruteur, c'est malheureusement pas pertinent. Au pire, vous indisposez le recruteur parce que, vous déviez son entrevue, puis peut-être qu'il pensera pas comme vous. Puis, deuxièmement, même s'il pense comme vous, c'est pas pertinent parce que ça ne met pas en valeur qui vous êtes comme travailleur. Donc ça, à éviter la politique. Autre anecdote, on a passé une madame en entrevue qui, à un moment donné, nous parle un peu de son vécu et tout ça professionnel, puis qui commence à nous raconter les problèmes de santé qu'elle a vécu, le décès de son frère, son divorce. Elle est
complètement sorti du sujet, puis on a passé énormément de temps sur ses problèmes personnels. J'ai eu beau avoir essayé de la recentrer, malheureusement, ça fonctionnait pas. Puis j'avais beau avoir de l'empathie pour elle, je sentais qu'elle avait comme un besoin de parler, mais malheureusement, une entrevue d'embauche, c'est pas une séance de psychothérapie. On n'est pas là pour régler les problèmes des gens, on est là d'abord pour combler un poste. Donc, pour elle, ça aurait été bien peut-être de régler ses problèmes, puis par la suite, de se concentrer sur sa recherche d'emploi. Donc, bref, conseil du jour, en fait, c'est important de vous mettre en valeur durant l'entrevue. Le sujet, c'est vous, c'est le poste à combler. Donc, évitez de vous embarquer dans des sujets comme la politique, la religion ou vos problèmes personnels. Malheureusement, ça ne vous aide pas. Ça ne vous aide pas. Ben merci pour tous ces conseils, Nicolas Lessard. Ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne émission. Pareillement, à la semaine prochaine. Alors, après cette petite intermède, la chronique éphéméride avec Benoît Savard. Alors, c'est donc l'heure de la chronique éphéméride avec Benoît Savard. Bonjour. Bonjour, Simon-Pierre. Alors, c'était donc aujourd'hui même le 4 février, mais il y a quelques années, une invention majeure qui a changé le portrait de l'humanité en 2004, la création de Facebook. Oui, incroyable. De Facebook, d'ailleurs, comme on l'appelait, sans espace, de facebook.com, l'adresse initiale, oui. Évidemment créée par Mark Zuckerberg, et fondée en 2004, Simon-Pierre, à l'université d'Harvard, on ne sait peut-être pas nécessairement, là. Donc, à l'université d'Harvard, où il était étudiant, il a créé, Mark Zuckerberg, Facebook, d'abord réservé exclusivement aux étudiants de l'université, bien sûr sur le web, et qu'il a ensuite étendu le système à d'autres universités américaines avant de devenir accessible à tous en septembre 2006. Donc, il y a 13 ans qu'à la grandeur de la planète, il est devenu le réseau social que l'on sait. Est-ce que vous voulez savoir, Simon-Pierre, de quoi s'inspire le nom? Allez-y. Alors, le nom, c'est tout simplement, c'est un album photo. En français, c'est un beau mot là, assez long, trombinoscope. Et, mon Dieu. Ben oui, je suis pas certain que ça aurait marché autant si ça avait été trombinoscope.com. Probablement, mais là, par contre, Facebook, ça se dit beaucoup mieux en anglais. Et ça regarde ce que c'est qu'un Facebook, ben, comme son nom l'indique, c'est un livre de visage. Ça a l'air de rien, mais pensez-y, c'est quand on est plus concret, c'est tout simplement un album de photos des visages des élèves prises en début d'année scolaire. Alors, on a tous vu on a tous même, en quelque sorte, on y a tous passé aussi, en étant étudiant, comme ça, des cadres où il y a des photos de visages d'étudiants, souvent 30, 35 par cadre, 40, bon. Et voilà, l'inspiration du mot, donc, qui allait bouleverser la planète, effectivement, comme vous le dites, et devenir le réseau social sur le web, un réseau pour le moins peut-être discutable sur certains aspects, mais pour le moins très populaire. En effet, et également le 4 février, mais en 2013, disparition des scènes noires. Oui, alors ça, c'est une pièce de notre culture, de vieille scène, comme on disait en québécois. La pièce de 1 cent qui passe l'arme à gauche à l'âge de 154 ans. Après 154 ans d'existence, Simon-Pierre. Et vous vous demandez probablement pourquoi on l'élimine. On l'élimine pour 2 raisons. D'abord, c'est l'inflation et les coûts ensuite de fabrication. Les coûts de fabrication. Alors, comme on sait, le cent est appelé aussi le sou. Passe-moi donc un bon vieux sou. Hein? Et familièrement, encore plus familièrement, la scène noire. Et c'est une pièce de monnaie qui représente 1 centième d'un dollar. Alors, évidemment, c'est 1 cent sur 100. Il en faut 100 pour faire $1.
Et comme toutes les pièces de monnaie canadienne, Simon, l'envers de la pièce représente la monarque régnante au moment de l'émission. Et sa disparition, c'était évidemment la reine Élisabeth II. Donc, la dernière pièce de scène noire de l'histoire sera Élisabeth II. Cette pièce-là n'aura pas eu la chance de voir le prince Charles. Alors, non, sûrement pas. Alors, merci Benoît Savard. Faut peut-être ajouter seulement, Simon Pierre, rapidement, s'il vous plaît. Oui, très rapidement, que techniquement, le cent a toujours une valeur légale. Si vous en possédez, la plupart des marchands les acceptent encore. Vous pouvez les utiliser, sauf qu'évidemment, il est maintenant impossible d'en avoir de nouveaux puisqu'ils ne s'en produisent plus depuis maintenant 6 ans en ce jour. Donc, on peut en faire une collection. Ça risque de valoir cher un jour, pas mal plus cher qu'une scène. Merci. Au revoir. J'en prie. Au revoir. Alors, vous êtes toujours à Société pour le dernier segment de cette émission. C'est Simon-Pierre Savard-Tremblay avec vous, de même que mon invité de jour, Anne-Marie Saint-Cerny, auteure du livre Mégantic, une tragédie annoncée. Alors, tragédie annoncée, ça part de où? Ça commence où? Votre 4e de couverture nous dit qu'il y a des gouvernements complices, qu'il y a des gouvernements impuissants. Vous nous en avez fait, un portrait dans le premier segment de cette entrevue. Mais vous nous parlez aussi vous nous dites que Mégantic est un conte capitaliste moderne parfait et que ça trouve naissance dans les officines d'investisseurs de Wall Street, de producteurs cow-boys d'or noir du Dakota, de bureaux de conglomérats du pétrole et mise en place, comme on le disait, par une classe politique complaisante. Mais parlez-nous donc de la première partie de cette mise en garde, finalement. Vous dites que ça commence au niveau, on peut s'en douter, des intérêts économiques les plus élevés, là. Oui, parce que le système avait provoqué déjà beaucoup d'accidents, étant donné qu'effectivement, ce sont les ferroviaires qui contrôlent la sécurité, qui font ce qu'elles veulent. Cela dit, il y a quand même eu une accélération marquée, donc qui était une sorte d'effet secondaire de la crise de 2008. Alors, la crise de 2008 a produit très peu, hein, une poignée de sur les doigts de la main, des milliardaires qui ont fait des milliards et des milliards en quelques heures à peine en jetant, par exemple, les gens à la rue et tout ça. Et ces gens-là, ces grands milliardaires-là sont devenus des héros pour la classe économique et même politique et même ordinaire, puisqu'on les élit à la présidence aussi de pays. Mais bon, c'est une autre histoire. Alors donc, il y avait le CP, était une compagnie depuis vieille et où tout se passait pour faire de l'argent pour les actionnaires, aucun problème là-dessus, sauf qu'il y avait quand même ce qu'on peut rappeler un certain capitalisme pépère. Et on achetait quand même des wagons, on remplaçait les rails, on avait des gens qui conduisaient les trains, bref, tout ça allait... Alors, un certain soir de juin 2011, à New York, dans l'un des restaurants les plus huppés de New York, se sont rassemblés des gens très mécontents, des actionnaires du CP, et qui ont fait venir le bras droit d'une de ces stars de milliardaires, qu'on appelle des activistes. Et donc, ils se sont plaints, ils ont dit, le CP nous fait perdre de l'argent, il y a beaucoup à faire là, faites quelque chose. Et l'actionnaire en question, qui s'appelait William Ackman, qui a un condo de 90 millions de dollars, un penthouse à New York, qui joue avec André Agassi, qui fait des soirées avec Baryshnikov, cette personne-là a étudié les choses, a dit, oh, mais il y a de l'argent à faire ici. Et le truc, c'est qu'il faut faire de l'argent en moins d'un an ou presque en un an. On n'attend pas 15 ans, là, c'est pas du rendement à long terme, donc il faut aller vite. Alors, à l'intérieur d'un an, Bill Ackman, est allé chercher Hunter Harrison, qui était l'ancien gars du CN, l'ancien dirigeant du CN, qui avait fait des rendements faramineux pour les actionnaires du CN, qui avait pris sa retraite, qui avait littéralement mis tout le monde dehors. Ackman est allé voir Harrison et a dit « Viens reprendre du service, il y a quelque chose à faire ici. »
Et Hunter Harrison, qui déployait ses chevaux de course partout sur la planète, s'ennuyait, donc il a dit « oui, merci ». La méthode est très simple. Ils ont fait tous les médias possibles et imaginables en disant qu'ils avaient une nouvelle philosophie, mais en réalité, la philosophie est super simple. C'est que il faut que ça rapporte très, très rapidement, et pour ça, on coupe partout. Donc, ils ont coupé les emplois, ils ont coupé la réparation, ils ont absolument tout coupé. Et Hunter Harrison, qui est une figure comme un cow-boy de caricature, l'a très bien dit. Je sais parfaitement que mes rails et que mon équipement est pas fait pour transporter du pétrole, mais je suis quand même pas pour investir là-dedans, alors qu'on sait même pas si cette industrie-là va aller de l'avant. Donc, ce que Ackman et Hunter Harrison savaient que le CP avait, c'est une ligne unique qui s'en allait directement au Dakota du Nord. Le Dakota du Nord était absolument dans une effervescence incroyable. Tout le monde qui avait un bout de l'open terre là-bas le louait, le vendait à des grosses multinationales, et on s'est mis à faire du pétrole de schiste à fond la caisse, et ça rapportait, et le CP contrôlait tout ça. Donc, à partir de 2011, Ackman a pris le contrôle du CP dans une saga vaudevillesque, a mis tout le monde dehors, a mis ses hommes à la place, et à l'intérieur d'1 an, il a fait au-dessus d'1 milliard de dollars, plus d'1 milliard de dollars de profit juste avec le CP. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait les trains blocs. Ça, c'est les nouveaux trains blocs. C'est ce que vous voyez passer, les longues citernes de trains noirs. Noir, c'est du pétrole. Blanc, c'est autre chose, mais c'est toujours dangereux. Et ils ont donc mis sur pied des trains qui peuvent aller jusqu'à 1 kilomètre de long, même parfois 2, et pour qui les rails ne sont pas faits, on ne peut pas transporter ces trains-là sur ces rails-là, à ces vitesses-là, et pour bien faire, ils ont même coupé le personnel dessus. Donc, tout était en place. Ça s'est fait dans l'espace d'1 an, 1 an et demi. Les syndicats ont tenté de sonner l'alarme, mais évidemment, ce sont les emmerdeurs, donc on les a mis de côté. Et Hunter Harrison s'est pressé de dire, si ça vous fait peur, ben, habituez-vous à avoir peur. Et quelques mois plus tard, Mégantic arrivait. Alors, voilà la part de l'industrie là-dedans. L'autre part, c'est celle des gouvernements, des ministres, qui, eux, ont tout fait pour faciliter ce transport-là, qui répondait plus à aucune norme, qui était dangereux, qui était falsifié. On ne disait pas le degré de dangerosité. Et les gouvernements ont tout fait pour que ça continue comme ça. Et ce qui est très symbolique, c'est qu'ils ont même approuvé le fait qu'on pouvait mettre un seul homme conducteur sur ces trains-là et que les compagnies n'avaient même pas à demander la permission au ministre. Ça, c'est le symbole qui résume tout. Comment est-ce qu'un homme tout seul, avec un train brisé, que personne n'a vérifié vraiment, et lorsqu'il a été vérifié, ils n'ont rien trouvé, comment est-ce qu'un homme tout seul pouvait se retrouver en haut d'une côte avec un train d'1,5 kilomètre explosif comme il l'était? Et ça, ce sont les compagnies qui l'ont mis sur les rails, mais ce sont les gouvernements qui l'ont laissé faire. Et c'est la faute des gouvernements entièrement. Et c'est pour ça que Transport Canada se protège en refusant toute enquête publique là-dessus. Je sais qu'on peut pas faire de lien de cause à effet, mais vous l'interprétez comment? Est-ce que c'est de la complaisance? Est-ce qu'il y a du copinage? Est-ce que c'est tout simplement parce que le Canada est un pays très tourné vers le pétrole, donc on veut au maximum permettre que ça circule? Ou un peu de tout ça, finalement? Toutes ces réponses sont bonnes. Il y a du copinage, c'est certain. Il y a des coups de téléphone qui se sont donnés sous Baird à propos de ce qu'on appelle le one-man crew et qu'on n'a jamais pu élucider, mais qui a fait que, et sous Baird et sous Lebel, et à mon avis, étant qu'on ne me démentira pas, ça reste mon avis qui est tout à fait valable, Monsieur Lebel a démissionné, le ministre Lebel a démissionné 5 jours après la tragédie. Et, à mon avis, c'est parce que la personne du Transport Canada qui est allée sur les lieux, la première explication qu'il a donnée aux policiers, c'est à cause du one-man crew.
qu'il y a eu cet accident. Or, le one-man crew, qu'est-ce qui s'est passé sous le bel? Il s'est passé quelque chose qu'on ne veut pas dire. Avant ça, le copinage, si on veut en parler, le ministre Baird qui a permis tout le cimentage législatif qui donne le contrôle aux ferroviaires, lorsqu'il a démissionné, il est allé à 2 conseils d'administration. Sans dévoiler ce qu'il a reçu en retour. Le premier, c'était Barrick Gold, qui était la pire compagnie au niveau international sur les droits humains, une compagnie minière. Et la deuxième, c'était avec son ami Bill Ackman et Hunter Harrison sur le CP. Alors oui, il y a du copinage, oui, il y a des portes tournantes, c'est évident. L'autre question, c'est que les compagnies font du chantage, c'est certain. Et on le voit encore à l'heure actuelle, elles disent... Le Canada, les hommes politiques aujourd'hui sont incapables de voir le Canada ou le Québec même comme autre chose que producteur de ressources naturelles. Oui, il y a des ressources naturelles, mais on peut avoir une autre vision de ça, mais ça aussi, c'est une autre histoire. Reste que, dans cette vision où le transport des ressources puis les pétrolières ont le gros bout du bâton, les politiques sont otages. Et au lieu de se rebeller, parce qu'il faut toujours être 2 otages, celui qui prend en otage puis l'otage. L'otage aussi peut se rebeller. C'est ce que la Colombie-Britannique est en train de faire au moment où on se parle, en disant aux ferroviaires, on vous amène en cours, on va vous légiférer pour vous obliger à aussi transporter du grain. Parce que les ferroviaires ne veulent plus. Le pétrole est beaucoup plus payant. Donc, oui, les gouvernements peuvent se rebeller, mais ils ne se rebellent pas. Au contraire, ils sont à plat ventre et entrent là-dessus des considérations politiques, comme c'est le cas à l'heure actuelle en cette année électorale, où, par exemple, l'Alberta menace de toutes ses foudres si le gouvernement fédéral n'achète pas des citernes, ne favorise pas le transport de pétrole. Donc, toutes ces raisons-là sont bonnes et c'est à toutes ces raisons-là qu'il faut s'adresser comme population. C'est pour ça que j'ai fait le livre. C'est pour essayer de dire ce qu'il y a derrière et ce qu'on nous cache. Ce qu'on nous cache parce que, comme vous le dites, c'est pas les pouvoirs publics qui vont faire l'enquête digne de ce nom. Vous avez pu le faire. C'est de très haute qualité, mais imaginons ce que vous auriez pu faire si vous aviez eu sans doute des archives qui nous sont cachées encore aujourd'hui, de ce que je comprends. Avec les gens de Mégantic et avec beaucoup de gens, il y a actuellement une pétition qui circule. Nous allons continuer de la réclamer jusqu'à ce qu'on crée une pression. Écoutez, je ne sais pas comment un ministre comme Garneau peut venir nous dire le transport est sécuritaire et il n'y aura pas d'enquête, alors que c'est la plus grande tragédie qu'il y a eu au Canada. Je ne sais pas comment cet homme-là, que je pensais courageux, peut nous dire ça sans rougir et sans fléchir. Et on n'a pas l'intention de laisser ça aller. Ça prendra le temps que ça va prendre, mais j'ai bon espoir que cette année électorale soit un déclencheur. Et avec l'annonce qui va venir du fait qu'on ramène le transport pétrolier, on l'augmente partout, mais en plus, on le ramène à Mégantic. Mais il va falloir que ça débouche, ça c'est sûr. Mais d'où ça viendrait, au sens où vous nous avez dit tout à l'heure que, mis à part le Bloc québécois et le Parti vert, il y a un consensus dans les partis fédéraux. Donc, d'où ça pourrait venir, cette pression-là qui permettrait de... Écoutez, je suis rendue, je suis une personne qui a vécu assez longtemps, je suis rendue pour dire les choses très simplement. Là, je vous dirais que c'est pour ça que Mégantic est le symbole du parfait compte capitaliste. C'est que ce sont le grand capital ferroviaire qui est une entreprise de service, mais qui est liée à des World Fuel, à des producteurs de pétrole. Et c'est le grand capital qui fait ce qu'il veut. Avec nos pouvoirs publics. Et il faut continuer de ne pas l'accepter. Être nommé un ministre de Transport, par exemple, c'est pas un prix de présence, c'est une obligation de mission. Et sa mission, à lui, c'est de protéger pas les ferroviaires, pas le capital. Oui, des emplois, mais des emplois qui tuent pas. Or, ces emplois-là tuent. Et tuent à long terme aussi. Parce que et c'est un autre débat, mais il va quand même falloir en arriver à faire quelque chose. Ce pétrole-là, il va falloir aider les travailleurs de l'Alberta à trouver d'autres emplois parce que ce pétrole-là, à un moment donné, il va devoir rester dans le sol. Mais c'est une circonscription qui, en plus, il y a eu une élection fédérale 2 ans après la tragédie qui a réélu le même parti dans la circonscription. Est-ce que
Comment ça se fait avec le portrait que vous nous faites? Comment ça peut être chose possible? Premièrement, je sais Qui est le Parti conservateur, précisons, pour le bien de nos auditeurs? Alors, il y a deux choses. Premièrement, il y a le découpage électoral. Qui a changé? Non, il n'a pas changé, mais qui fait que Mégantic est une petite partie de cette région-là. Une grande partie est autour de Thetford, qui est une région assez conservatrice. On est proche de la Beauce, là. On est proche de la Beauce, on est entre la Beauce et Québec. Alors, on peut se dire que c'est une partie du Québec qui a de la difficulté... Qui a une tendance conservatrice, on va dire ça comme ça. Mais aussi, c'est le fait que, même moi, je l'ai publié une semaine avant le 5e anniversaire, mais même moi, qui a tout vu comme activiste, qui a vu des compagnies minières voyous comme c'est pas permis, qui a vu tout ce qu'on voudra, même moi, j'ai découvert ce que je pensais être inconcevable dans un pays quand même civilisé qui s'appelle le Canada. Donc, tant qu'on le sait pas, on se dit, bon, tel ministre ou tel gouvernement et tout. Et d'ailleurs, on a élu un autre gouvernement. On a un nouveau ministre des Transports, entre guillemets, qui est une nouvelle personne, qui n'est pas liée aux politiques conservatrices et qui refuse absolument totalement la commission d'enquête. Et donc, c'est blanc-bonnet et bonnet blanc en ce qui concerne la sécurité au Canada là-dessus. Puis même, on fait des annonces sur les pipelines, là, en plus. Là. On continue à aller encore plus loin. On les achète. On les achète avec notre argent. Et c'est pour ça. Et le gouvernement fédéral, Trudeau, a été très, très clair. La première ministre de l'Alberta a demandé que le fédéral achète 7000 citernes pour transporter son pétrole et M. Trudeau a dit « Mais nous sommes très intéressés à les acheter, ces citernes. » Et maintenant, on finance la réfection des rails dans le Bas-Saint-Laurent parce qu'effectivement, dans le bout de Rimouski, dans le milieu de la ville, on voit très bien que le rail était fini et c'est gênant pour les gens qui le voient. Hein? Alors, il faut faire quelque chose. Dans le bois, on s'en occupe moins, mais donc, on donne des subventions partout pour rénover les rails. On veut acheter les citernes et le grand mot d'ordre à l'heure actuelle, financier, pas pour nous, c'est à fond la caisse le pétrole. On va s'y remettre possiblement même en Gaspésie. Mais il faut spécifier ici que c'est pas le pétrole pour nos propres besoins. Là. C'est du pétrole qui passe par chez nous simplement pour s'en aller sur les marchés d'exportation et pour que le pétrole soit vendu à un prix plus cher que ce qui pourrait être vendu sur le prix domestique. Le prix domestique n'est pas vendu cher, le pétrole, à l'heure actuelle. Ça n'intéresse pas les pétrolières. Ils veulent le vendre à l'exportation. Et on est rendu à des solutions qui ont plus de sens, là. Où on est le paillasson. Le paillasson, mon Dieu, Nous sommes le Québec est le paillasson du pétrole au Canada. C'est une formule choc qui clôt cette entrevue. Anne-Marie Saint-Cerny, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On peut se procurer votre livre Mégantic dans toutes les bonnes librairies et comme on le fait d'habitude, on invite à aller dans des librairies indépendantes. Achetez, c'est voter, ne l'oublions pas. Absolument, oui. Bonne chance pour votre prix. Alors, c'était Simon-Pierre Savard-Tremblay au micro de Société sur les ondes de Radio-VM. On se revoit la semaine prochaine. Au revoir.